Depuis quelque temps, nous n'entendions plus que cela, n'y allez pas. Cet endroit où apparemment personne ne voulait nous voir aller, c'était le Nyiragongo, volcan encore inexploré d'un Congo encore belge. 3500 mètres d'altitude, 1 degré de latitude sud, vue imprenable et promesse de grande joie volcanologique. Notre récompense nous attendait au terme de la descente. L'intérieur du Nyiragongo se compose de 3 puits emboîtés l'un dans l'autre. Muraille, terrasse, puits central. Personne ne savait ce qui se passait dans le puits central depuis ce jour de 1928 où les nuages au-dessus du volcan s'étaient mis à rougeoyer et n'avaient plus cessé de rougeoyer. C'est en prenant pied sur la première terrasse et en nous penchant au bord de la seconde muraille, un à-pic de 180 mètres, que nous avons découvert un phénomène unique au monde, un lac de lave en fusion. Une activité volcanique permanente et accessible, c'est le rêve du volcanologue. Du rêve à la réalité, il n'y avait qu'un pas, mais c'était un pas de 10 ans, pendant lesquels toutes ces barrières accumulées allaient faire du Nyiragongo le volcan interdit. L'équipe, qui avait enfin obtenu l'autorisation de descendre à l'intérieur du cratère et jusqu'au bord du lac, devait découvrir qu'il s'était encore enfoncé d'une 50aine de mètres. Il baissait lentement, appelé par on ne sait quel ordre venu des profondeurs. Tout était prêt pour la descente. La paroi supérieure, qui avait repoussé toutes les tentatives jusqu'en 1948, était désormais équipée de cordes fixes, débarrassée de la plupart des blocs instables, et on la franchissait en moins d'une demi-heure. Le plus grand danger de la deuxième paroi, c'était son instabilité et la fragilité du rebord. On délogeait les blocs instables, ils allaient s'écraser 180 mètres plus bas. Le sol n'avait pas 10 ans. À l'époque de la première tentative, cette terrasse n'existait pas encore. Le lac montait jusque-là. Maintenant, il clapotait 50 mètres plus bas. Curieuse impression que d'être pour un moment le découvreur de sa propre planète. « 50 mètres plus bas, le lac présentait son visage opaque. Pour l'instant, des pots de refroidissement le recouvraient, des ondes le parcouraient. La peau d'un éléphant qui rêve. D'énormes bulles montaient à la surface, la gonflaient, cherchaient à la crever, renonçaient. C'est là qu'il fallait descendre. La troisième paroi était haute de 50 mètres, mais à l'est, des éboulis avaient comblé une partie du puits. On pouvait le franchir sans trop de difficulté avec des échelles de duralumin. Par endroits, les gaz fusaient, tellement chauds qu'ils portaient à l'incandescence les blocs de rochers. Au contact de l'air, les sels précipités par le refroidissement retombaient en poussière colorée et venaient plâtrer les pierres. Le thermocouple, qui permet de mesurer les températures supérieures au seuil de fusion du verre, indiquait 1010 degrés centigrades. Quant à la radioactivité, le compteur Geiger fit savoir qu'elle était insignifiante. À quelques pas du lac, la chaleur restait encore presque imperceptible. La surface la rayonne perpendiculairement. Elle n'était sensible qu'en approchant du bord, mais alors elle devenait rapidement intolérable. La première image de ce moment rêvé depuis 10 ans, c'est celle de 2 volcanologues photographes qui ont l'air de se défendre des guêpes. Mais les guêpes invisibles sont des gouttes de lave à 1100 degrés. Le proverbe russe dit « Si tu déjeunes avec le diable, emporte une longue cuillère ». Pour prélever les échantillons de lave destinés à l'analyse pétrographique, Camille Tulpin s'était équipé comme un sauteur à la perche. Le temps d'un coup de lance dans la chair du dragon, il s'exposait à l'insupportable chaleur du lac,
ramenait sur la rive un lambeau de pulpe brûlante et repartait à l'assaut. Le lac changeait continuellement d'apparence. Son activité suivait un cycle irrégulier, mais ordonné. La peau d'éléphant qui s'étendait sur lui dans la phase tranquille du cycle se fissurait de grandes craquelures rouges. Puis la mixture commençait à bouillir. De grosses bulles de lave en fusion venaient crever la carapace déjà durcie. Des courants se déclenchaient. Des fontaines se déclaraient au point de rencontre de plusieurs bulles. Les fragments de peau noircie étaient déchirés, aspirés, avalés par les courants, et le lac tout entier sombrait dans la panique. Pour demeurer longtemps au chevet de ce délire, il fallait endosser les vêtements calorifuges des ouvriers des laminoirs, vêtements d'aluminium qui réfléchissent la chaleur rayonnée à 90% et protègent le regard avec un masque d'or véritable, qui est transparent en feuilles minces.